Frédéric Duval, bienvenue sur le plateau virtuel des investisseurs. Je suis Lucas Marchand, directeur général de Vaubon Édition et j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour parler crypto-monnaie. Est-ce que tu peux juste, avant d'aller plus loin, te présenter en deux mots? Bonjour Lucas, merci de m'inviter. Ça me fait plaisir de discuter avec toi. Alors, je m'appelle Frédéric Duval. Alors, j'ai fait une formation d'économiste à la base. Et puis, je m'occupe actuellement de deux publications qui s'appellent Blockchain Millionnaire et le Cypher Club. Tu es aussi rédacteur, je crois, sur une newsletter qui s'appelle l'Investisseur Tech. Bien sûr. Donc, la newsletter, c'est une newsletter d'information, d'investissement technologique. Et moi, je m'occupe principalement de tout ce qui est crypto-monnaie. Ouais. Je suis vraiment ravi de pouvoir discuter aujourd'hui avec toi parce qu'en réalité, alors les gens qui nous regardent le savent peut-être pas, mais nous on discute depuis des années très régulièrement de ce qui se passe sur le marché crypto. Et c'est la première fois qu'on va discuter en s'enregistrant et en partageant nos réflexions avec le public. Donc ça va être un vrai plaisir pour moi et une nouvelle expérience qui je pense va être extrêmement intéressante puisque comme tu l'as dit, depuis maintenant des mois, tu animes une publication d'investissement crypto et donc tu es vraiment plongé là-dedans quasiment H24, ce qui te donne un point de vue assez unique, je pense. Euh, J'aimerais juste pour que les gens comprennent un peu qui tu es, comment tu en es venu à la crypto, pourquoi tu t'intéresses tellement à ça, que tu racontes un petit peu ton parcours jusqu'au moment où tu as découvert la crypto-monnaie et pourquoi tu as décidé d'y consacrer ta vie professionnelle. Mhm. Alors, d'abord, en fait, je suis un passionné de monnaie. Je suis un passionné d'économie. Et puis, quand on est passionné par l'économie, on s'intéresse aussi au système sous-jacent qui est la monnaie. Et en fait, j'étais passionné par ce sujet des banques centrales, etc. Et je faisais partie justement d'un groupe et d'une certaine philosophie qu'on va dire les libertariens. Et un jour, il y a un article qui a été partagé. On parlait du Bitcoin comme d'une potentielle nouvelle monnaie. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant, mais c'était en 2012-2013 que j'ai lu le premier article sur un site qui s'appelle Contrepoint. Et puis, je ne m'y suis pas trop intéressé. Je me suis dit, c'est une monnaie sur Internet. J'étais très ouvert. Hein, j'avais aucune a priori négatif là-dessus. Mais comme je n'y connais absolument rien en mathématiques, cryptographie, etc., j'ai regardé ça avec un intérêt distant, on va dire. Puis les années passant, j'ai vu que ce projet continuait à se développer. Et en fait, j'ai fait mon master à ce moment-là, donc en 2016-2017. Et j'ai trouvé tellement intéressant que je me dis, tout ce qui est monnaie alternative, ça m'intéresse et j'ai fait une spécialisation en économie autrichienne et en crypto-monnaie. Donc là, je me suis vraiment penché sur ce sujet. J'étais à Prague à ce moment-là, j'ai fait mon master à Prague et puis j'ai découvert tout un univers qui était incroyable et c'est de là qu'est venue ma passion. Et tu as décidé donc en fait de continuer au niveau aussi professionnel. Après que tu aies étudié ça de près, je pense que c'est un métier passion pour toi. C'est un petit peu un univers, les crypto-monnaies, qui t'aspire comme ça et qui te fait, qui te lâche plus. Est-ce que c'est vraiment le sentiment que tu as? Parce que moi, c'est le sentiment personnellement que j'ai. Oui, mais j'ai aussi eu des doutes sur le fait de me lancer dans ce secteur-là, parce que je ne suis pas un mathématicien, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un cryptographe. C'est un monde qui est pour moi assez difficile d'accès. Je suis un économiste, mais j'étais attiré par le mécanisme monétaire et ce que ça apportait, mais sans vraiment comprendre le sous-jacent, parce que c'est vraiment quand on lit des livres techniques sur comment Bitcoin fonctionne, on est vite pris de vertige quand on n'est pas un mathématicien. Mais je trouve que c'est ça qui est passionnant, c'est qu'en fait, les mathématiciens, les cryptographes qui arrivent sur Bitcoin, eux, ils ont justement un autre problème, c'est qu'ils ne voient pas l'utilité économique de Bitcoin. Ils comprennent, ils trouvent ça très intéressant techniquement, mais ils ne voient pas ce que moi je vois comme économiste, comme réel apport que ça a pour la société. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant quand on entre dans ce milieu. On a ces différents groupes qui sont arrivés parce on est encore très tôt dans le secteur des crypto-monnaies, mais on a ces gens passionnés pour des raisons différentes qui se retrouvent autour de Bitcoin. Je veux dire principalement autour de Bitcoin, mais bien sûr il y a bien d'autres projets et c'est ça qui est vraiment passionnant. Oui. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, moi j'ai découvert aussi le Bitcoin aux alentours de peut-être entre 2011, 2012, je pense.
je pense. C'était justement dans les milieux libertariens qui étaient parmi les premiers, l'école autrichienne, c'était les premiers à s'intéresser à ça. Et beaucoup, beaucoup de libertariens ont connu la première des crypto-monnaies, le Bitcoin, en avant-première quasiment. Et ensuite, on a toute une série de communautés qui ont tous, toutes des centres d'attention, des points de vue différents, qui sont venus se greffer là-dessus jusqu'à créer un écosystème entier qui est aujourd'hui l'écosystème des crypto-monnaies qui va du cypherpunk au libertarien en passant par le joueur de casino, l'informaticien, l'économiste. Et aujourd'hui, de plus en plus, finalement, tout un chacun qui veut simplement investir aujourd'hui par des ETF Bitcoin, par exemple. Et on se retrouve avec vraiment cette galaxie de communautés qui chacune trouve quelque chose qui l'intéresse dans ce Bitcoin. On va enchaîner tout de suite avec un point de contexte sur ce qui est en train de se passer sur le marché. Je me souviens qu'on discutait il y a peut-être 6 mois du cycle crypto et on voyait le halving arriver. Donc le halving du Bitcoin, c'est ce moment où l'émission des Bitcoins est divisée par deux. Et on se demandait quand se terminerait l'hiver crypto et quand partirait le nouveau bull market. Et je me souviens qu'on pensait que ça prendrait quand même pas mal de temps et que certainement pas tout début 2024, même fin 2023, on aurait déjà eu des accélérations comme on en voit aujourd'hui. Euh, Depuis cette discussion-là, comment ton point de vue a changé? Comment tu interprètes ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est le début de quelque chose de beaucoup plus grand? Quelles sont les chances que ça s'arrête pour marquer une pause qui pourrait durer 6 mois, 1 an facilement, au vu du cycle? Comment tu lis cette activité bouillonnante qu'on a en ce moment? Hmm. Alors c'est vrai que tout le monde a les yeux focalisés sur ces cycles de Bitcoin depuis ses fondations. Donc on a vraiment ce cycle de 4 ans qui est rythmé par ce halving. Ça c'est un fait que l'on peut constater depuis sa naissance. Donc c'est vrai qu'on a tous les yeux là-dessus. Puis on se demande mais finalement est-ce que vraiment ça va continuer à faire ces cycles de hausse explosive et ces retombées et oui ça continue et ça reprend. Mais effectivement on se demandait quand. C'était un peu ça la question qu'on se posait les deux. Et je pense que toi comme moi, on a été surpris par la rapidité. Moi, personnellement, je pensais qu'on allait atteindre le niveau où on est maintenant, donc on est autour des 52 000 au moment où on parle. Moi, je m'attendais à ce qu'on soit plutôt à 52 000 après le halving, parce que si on regarde historiquement, les plus hauts sont cassés 7-8 mois après le halving. Et là, on est à quasiment au plus haut. Bon, il reste encore un tout petit bout, mais on n'est pas très loin et on est encore 3 mois avant le halving. Donc, c'est très étonnant. Plus je me pose cette question, je me dis, en fait, finalement, tout le monde a les yeux rivés sur ce cycle. Donc, forcément, ça va être anticipé de plus en plus. Et en plus, cette année, ce qu'on a de spécial, c'est qu'on a ces ETF qui ont été acceptés au début de l'année. Et ça a drivé vraiment le marché déjà de l'année passée, parce que tout le monde, on dit, il faut acheter la rumeur. Hein. Donc, on achète la rumeur, les gens ont commencé à mettre des fonds parce qu'ils ont dit en prévision de l'arrivée de ces ETF, parce que c'était une très bonne nouvelle qu'on a vu qu'il y avait 11 gros fonds de gestion qui lançaient des ETF auprès de la SEC et rien de moins que BlackRock, qui est quand même le fonds, le principal fonds qui fait des ETF et qui a presque eu que des acceptations d'ETF. Hein. Je crois qu'ils ont eu 6 ou 7 refus sur des centaines et des centaines d'ETF qu'ils ont proposés. Donc l'affaire était quasiment dans le sac, les gens investissaient. Les ETF ont été acceptés et qu'est-ce qu'on voit? C'est encore mieux que ce qu'on pensait. Donc les volumes sont proprement hallucinants. On a eu un début où les gens ont joué à se faire peur parce qu'on avait un ETF qui a changé de fonctionnement, qui était l'ETF futur GBTC, qui est devenu un ETF spot et les personnes qui étaient dessus cet ETF avant sa transformation en ont profité pour prendre leurs profits ou plutôt liquider leurs fonds, comme c'est le cas de FTX, hein, la plateforme qui a fait faillite en 2022 et qui a dû vendre, c'était de la vente forcée le jour de l'ouverture. Donc on a eu une baisse, on était monté sur la nouvelle, on était monté à 42, 43 000 je crois, le Bitcoin, puis on est retombé à 38 et puis maintenant on est à 52 quoi, 6 semaines après. Donc oui, ça va vite, ça va très vite, c'est beaucoup plus vite que je pensais. Et par rapport à ce cycle, on a des gros drivers. Donc justement, cette demande qui explose, la diminution de moitié de l'émission, ça c'était prévisible, hein, c'est pas quelque chose qui est étonnant, c'est dans le code. Mais on a aussi
finalement, ces gros acheteurs et ces acheteurs institutionnels, on a bien sûr Michael Saylor de MicroStrategy qui investit, mais de manière absolument, on va dire, irraisonnée du Bitcoin. Je dis irraisonnée parce que même pour moi, je trouve que son move est extrêmement audacieux. Et je pense que les spots sont sur lui, sont sur ses ETF, et ça attire beaucoup de gens qui autrefois étaient plutôt négatifs sur Bitcoin. Je pense que là, moi, je publie quasiment tous les jours les graphiques de mon nouveau partenaire, Mads Eberhardt, qui travaille chez Steno Research, puis qui est en partenariat maintenant avec Vauban, avec les volumes sur ces ETF. Et c'est impressionnant de voir, depuis 4 ou 5 jours, on a en moyenne 500 millions de dollars qui entrent sur ces ETF. Et ça, c'est des achats qui sont probablement faits par des gens qui jamais n'auraient acheté du Bitcoin précédemment parce qu'ils soit ils ont des contraintes juridiques, soit ils ont envie de passer par leur banque ou par des institutions sûres. Et donc là, on a en plus de tous les gens qui ont acheté la rumeur, maintenant on a la réalisation concrète d'achat de ce qu'on appelle les normies parfois. Donc de gens comme tout un chacun, de gens normaux qui ne s'intéressent pas plus que ça au Bitcoin, mais qui vont maintenant l'acheter tout simplement parce qu'ils y ont enfin accès. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant. Comme tu le dis, il y a encore des catalyseurs qui arrivent. Moi, je m'intéresse beaucoup à Ethereum. Il y a la prochaine mise à jour d'Ethereum qui va réduire jusqu'à x10 le coût des transactions dans les L2 comme Optimism, Arbitrum. Et ça, je pense que c'est encore quelque chose qui peut être très puissant. Et bien sûr, peut-être au milieu de l'année, l'arrivée d'un ETF Ethereum qui pourrait, s'il a autant de succès que celui du Bitcoin, vraiment faire exploser les prix pour Ethereum en particulier, et probablement avant son acceptation, puisque c'est ce qui s'est passé pour le Bitcoin. Donc si je te suis bien, tu as un petit peu changé ton fusil d'épaule et tu penses que maintenant on est probablement parti pour une tendance haussière de long terme et que les longues consolidations qu'on a vécues sont probablement terminées. Alors moi, bon, quand on regarde déjà juste la charte des prix, on peut se dire qu'on est parti en marché haussier, hein. Je pense que la demande est là, mais comme on a dit, les normies, les gens, le retail, hein, les petits investisseurs ne sont pas encore là, hein. On peut le regarder par exemple sur Google Search. Donc les gens, quand ils s'intéressent à Bitcoin, déjà il faut qu'ils aient vu les gens en parler dans les médias. Or, c'est pas encore le cas, hein. Les médias ne s'y intéressent pas encore, ils n'ont pas encore de retour là-dessus. J'ai vu un article là dans le temps récemment, mais c'est encore, on voit pas le gros emballement médiatique autour des crypto-monnaies, et on voit pas encore les gens chercher sur Google Search des informations sur Bitcoin. Cette métrique-là est très intéressante à regarder et à observer. Donc non, les nouveaux sont pas là. Les bleus sont pas là. Pour l'instant, on a les anciens qui se sont fait parfois massacrer en 2022 parce qu'ils ont investi un peu tard en plein bull market précédent. Eux, ils sont déjà de retour, ils sont contents. Ils ont pas, ceux qui n'ont pas vendu, ils ne regrettent pas de ne pas avoir vendu. Et bien, chaque cycle, en fait, ces gens-là, même s'ils ont beaucoup souffert pendant le marché baissier, parce qu'ils sont souvent rentrés trop haut, hein, et ben ces gens-là, il y a une bonne proportion qui reste, hein. Moi, personnellement, j'ai aussi commencé à investir à des prix très hauts. Et ben, on essaye de se tenir à ses convictions. Et quand on passe tout un cycle, et ben après, on reste pour le long terme, généralement. Donc, les anciens nouveaux sont toujours là. Les institutionnels arrivent et la future vague de nouveaux n'est pas encore là. Généralement, les nouveaux, ils arrivent au moment où les plus hauts sont cassés. Donc moi, c'est mon pari, c'est que Bitcoin à 65 000, on commence à avoir des titres dans les journaux non économiques. Et puis pour Ethereum, 4005, quelque chose comme ça. Je pense que c'est là que ça arrivera. Maintenant, entre le Bitcoin et l'Ethereum, qu'est-ce que tu préfères pour les 6 prochains mois? Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Aujourd'hui, l'Ethereum, il a sous-performé légèrement le Bitcoin. Et enfin légèrement, assez fortement même je crois. Le Bitcoin, c'est un pari qui est assez classique. Ethereum versus Bitcoin au moment où on a plus de volatilité haussière qui arrive. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Toi, je sais que tu es très attaché et que tu as beaucoup de conviction sur le Bitcoin. Est-ce que malgré tout, tu vois un pari à prendre ici?
Oui, on compare un peu toutes les crypto-monnaies, alors que finalement, quand on analyse un peu les fondamentaux, il y a des grosses différences. Et puis, il y a pas un cas d'usage qui est le même, hein. Bitcoin, c'est l'or numérique. Et puis, Ethereum se veut plutôt justement un hub de création pour permettre les contrats intelligents. Et ça, c'est deux marchés qui sont complètement différents. Donc, ça dépend tout ce qu'on veut. Si on veut investir pour le long terme, pour construire un patrimoine, pour peut-être sa retraite, pour même transmettre à ses enfants, là, je conseille vraiment tout le monde d'investir dans Bitcoin. Et si on veut vraiment aller faire de l'investissement dans la croissance, dans quelque chose d'un peu du style startup, là, je conseille Ethereum et certains altcoins que je trouve plus intéressants que d'autres, hein, c'est parce qu'il y a eu toute une quantité de crypto-monnaies qui sont créées. Alors maintenant, en termes de performance pure souche sur le court terme, je pense que le Bitcoin a fait ces 2 années de surperformance parce qu'il y a une fameuse métrique qui s'appelle la Bitcoin dominance. La Bitcoin dominance, c'est la proportion, le pourcentage qu'a Bitcoin par rapport à tout le secteur des crypto-monnaies. Alors certains trouvent que cette métrique est inutile parce que c'est comparer des pommes avec des poires, mais c'est juste intéressant de voir comme dynamique parce qu'il ne faut pas se leurrer, les gens qui investissent sur Bitcoin, c'est aussi les gens qui investissent sur les autres crypto-monnaies. Donc voilà. Mais après, sur le Bitcoin a tendance à mieux performer pendant l'année de baisse et l'année de consolidation, c'est-à-dire en 2022 et 2023. Bitcoin n'a baissé que de 75%, tandis que beaucoup d'altcoins ont fait des 90% de pertes, voire même beaucoup plus, hein. Si on regarde des Solana ou certaines altcoins qui ont fait des moins 95%, donc c'est gigantesque, ils se sont fait massacrer au niveau des prix. Bitcoin perd moins, donc sa dominance a tendance à augmenter pendant l'année de baisse. Et l'année de consolidation, Bitcoin part en premier. C'est ce qu'on a aussi remarqué précédemment dans le cycle précédent, donc il y a 4 ans, en 2020. Et donc Bitcoin a mieux performé que le secteur en général. Maintenant, j'ai l'impression qu'autour des 54%, il y a une résistance. Enfin, ça fait 3 fois qu'il bute un peu là-haut. J'ai l'impression qu'il a peut-être un peu touché son maximum de dominance. Je pense que cette année, vu qu'on entre dans ce bull market qu'on peut voir maintenant, à mon avis, selon plusieurs critères, je pense que Bitcoin va moins performer que les altcoins et Ethereum en tant que représentant officiel, enfin comme prince des altcoins, comme prince des autres crypto-monnaies, il va mieux performer que Bitcoin. C'est mon estimation. Maintenant, c'est difficile à savoir parce que les ETF Ethereum n'ont pas encore été validés, donc peut-être qu'il y a ce driver des ETF Bitcoin qui vont continuer à marquer la dominance, peut-être jusqu'au moment où les ETF Bitcoin seront validés. Peut-être là, on aura le tournant. Voilà, Alors c'est ce que je peut-être pense. que le Bitcoin a surperformé Ethereum ces derniers mois, mais il y a quelque chose qui a encore plus surperformé. C'est deux idées d'investissement que tu as partagées dans tes publications. Et là, tu as eu un timing, peut-être un peu par chance, tu diras, par modestie, mais tu as quand même eu un timing formidable. Et surtout, malgré la hausse du prix du Bitcoin, tu as surperformé très très largement le Bitcoin avec ces deux investissements. Premièrement, Mhm, tu as recommandé les mineurs de Bitcoin mhm. et les couches 2 d'Ethereum. Est-ce que tu peux, pour ces deux cas, expliquer pourquoi ça t'a intéressé à l'époque et quel est ton rationnel pour investir sur des paris plus risqués comme ça? Alors, pour les mineurs du Bitcoin, c'est assez simple. C'est que j'ai constaté, et c'est quelque chose qu'on constate dans les cycles, je viens de le dire, Bitcoin surperforme pendant cette période, donc l'année passée, 2023, et aussi la baisse, mais là, je n'avais pas encore lancé ma publication principale. Mais du coup, le minage de Bitcoin, c'est le prix du Bitcoin avec un levier. Globalement, c'est ça. Les entreprises de minage de Bitcoin surperforment, enfin suivent le prix du Bitcoin, mais elles vont être beaucoup plus volatiles. Donc, quand Bitcoin, ces jours-ci, par exemple, il faisait 3%, j'étais voir sur mon broker où j'avais des actions de sociétés de minage et elles faisaient plus 13%. Donc, c'est un peu du levier sur Bitcoin. Donc, c'était un pari assez logique de faire, c'est d'investir dans ces entreprises de minage de Bitcoin au moment où Bitcoin commence à monter. Pour les L2, alors, ce qu'on voit un peu à travers les cycles, c'est qu'il y a toujours des nouvelles tendances. Et des tendances, ça ne veut pas dire que c'est une toute nouvelle technologie. Par exemple, les couches 2, ça fait déjà quelques années qu'on en parle, hein, typiquement sur Bitcoin avec le Lightning Network. Ça fait déjà quelques années qu'ils travaillent dessus. Mais cette année, c'est vraiment Ethereum qui a ouvert un peu avec ses roll-up, alors qu'il y a une technologie
dont on n'en parlait pas beaucoup, mais en fait, en sous-main, les développeurs, ça faisait un moment qu'ils parlaient des roll-ups. Mais cette année, on a vraiment cette arrivée de plusieurs roll-ups, Optimistic Rollup, les ZK Rollup, il y a différentes technologies, mais on va peut-être pas rentrer là-dedans maintenant. Déjà parce que moi-même, j'ai de la peine à comprendre tout ça. Mais voilà, on a tous ces couches 2 qui sont vraiment parce que c'est pas le seul, hein, mais une de ces tendances du moment, et les tendances du moment ont tendance à surperformer le reste des crypto-monnaies. Donc, j'ai tendance à dire, et c'est ce que je pense, c'est d'investir dans ces nouvelles tendances plutôt que revenir sur des vieilles altcoins comme Litecoin qui est là depuis 7-8 ans. Généralement, c'est un bon pari de partir sur ces nouvelles tendances. Il y a aussi une chose qui est importante à prendre en compte dans ces couches 2, c'est que le niveau d'adoption est extrêmement élevé et approche de crypto-monnaies de Alt L1 comme Solana ou Avalanche assez rapidement. Arbitrum, maintenant, je crois que c'est vraiment une des alternatives à Ethereum qui héberge le plus de TVL un concurrent très sérieux pour un Solana qui est aujourd'hui aussi un des leaders. Je te félicite pour ces deux investissements. C'était vraiment très très bien joué. Et j'aurais voulu aussi connaître en fait ta position sur justement les concurrents d'Ethereum, les Solana, les Avalanches. Comment tu te positionnes et comment tu réfléchis à ces L1, ces blockchains alternatives qui souvent misent sur une plus grande rapidité qu'Ethereum, le plus souvent au détriment de la décentralisation. Comment tu fais la balance entre ces choses assez délicates? Oui, alors c'est vrai que c'est difficile. On avait lors du cycle présent, donc en 2019-2020, on avait beaucoup de concurrents à Ethereum. Puis d'ailleurs, on les avait catégorisés dans les Ethereum killers, ceux qui voulaient détrôner le chef, et ça s'est pas fait. Donc ces Ethereum killers sont arrivés, donc Solana, on parle de Cosmos, on parle de Polkadot, mais il y en a tellement d'autres. Il y a vraiment toute une liste, hein. Mais il reste encore justement quelques-uns qui ont vraiment fait leur chemin, et je pense qu'une des pistes qu'ils ont suivies avec beaucoup d'intelligence, c'est l'interopérabilité. Donc si on regarde Cosmos, il accepte les protocoles EVM, comme on dit, Ethereum Virtual Machine. Donc on peut combiner avec d'autres blockchains. Donc ils ont eu cette intelligence-là, donc que ce soit Avalanche, que ce soit Cosmos. Solana, je ne crois pas que ça soit possible. Mais voilà, il y a ce côté-là. Donc moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais pas mis Solana dans mes blockchains L1. Il y a aussi une autre raison, c'est que j'avais peur que FTX vende massivement ses tokens et que ça fasse baisser les prix. Je pense que je me suis un petit peu trompé, comme on peut le voir sur les prix. Mais voilà, c'est comme ça, hein, on ne peut pas avoir tout le temps raison. Mais ma position par rapport à ça, c'est qu'il faut pas être religieux. Je pense qu'il faut leur donner leur chance. Je mets des petits montants, pas autant que j'ai mis sur Ethereum, parce que Ethereum, quand on voit tous ces L2, ces optimistic rollup, donc qui apportent une solution à Ethereum, puis quand on voit tout simplement la TVL, donc la quantité de fonds qui sont mis sous séquestre dans Ethereum, on a une marge qui est gigantesque par rapport à ces autres concurrents. Maintenant, je pense que là, les autres concurrents, donc typiquement Cosmos et Avalanche, ce qu'ils ont d'intéressant, c'est qu'ils acceptent les autres contrats qui viennent d'Ethereum. Et avec ça, peut-être qu'ils vont peut-être continuer à se démarquer avec intelligence. Cosmos, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont construites, hein. Celestia, là, qui vient de sortir, qui fait un carton. Avalanche, je sais pas, j'ai pas vu encore les nouveaux projets qui se mettent, mais je sais qu'il est aussi beaucoup supporté par la communauté des développeurs. Donc voilà. Puis Solana, c'est un peu maintenant la L1 des NFT, du gaming. Peut-être qu'ils vont aussi se trouver leur niche à eux, parce que peut-être qu'Ethereum, justement, même avec Arbitrum, même avec Optimistic, peut-être que les gens vont pas l'utiliser pour des choses comme les NFT, parce que justement c'est un peu peut-être que c'est pour des choses plus sérieuses, plus sécurisées. Je sais pas, j'essaye d'observer un peu ce qui se passe, mais ce qu'on observe maintenant, c'est qu'on a ce gros mouvement des personnes fans de NFT qui se mettent sur Solana, et puis ça c'est assez massif en fait. Je pense que Solana, alors moi je vois les choses un peu différemment de toi. Je pense que Solana c'est un véritable adversaire pour Ethereum
parce que il a un effet réseau et des volumes qui font qu'il peut se positionner comme une alternative pour tous les types d'applications à Ethereum. Tu parlais des NFT, moi je suis très impressionné par ce qu'ils ont fait sur leur téléphone mobile, le Solana Saga, sauf erreur, il s'appelle. Ils en ont vendu maintenant plus que 100 000. Ça monte vraiment à toute vitesse. Et donc je pense que c'est un petit peu une Et chaîne il n'est qui pas se encore sur positionne. le marché. Enfin il n'est Il n'est pas pas encore encore sur le publié. marché. Moi, j'attends de voir. La première version est sortie déjà, a été livrée. Alors, la deuxième version arrivera, je crois, en 2025. Euh, Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une énorme communauté Oui. qui s'intéresse à Solana. Et une des raisons, c'est que beaucoup de personnes, que ce soit en Occident, parce que ce sont des personnes qui sont jeunes, ou dans le reste du monde, où les montants que les gens sont capables d'investir sont beaucoup plus petits. Une transaction sur Solana, ça coûte rien pour ainsi dire. Une Mm. transaction sur Arbitrum aujourd'hui, qui est une couche 2 d'Ethereum, ça peut quand même coûter plusieurs dizaines Dizaines de de centimes. centimes. Et ça, c'est pas Ouais. négligeable. Et je pense que. Et là, on va avoir Solana qui va sortir son Fire Dancer, qui est son prochain projet important, qui va lui permettre encore d'augmenter sa capacité. Et je pense que c'est vraiment sur ce créneau-là que se positionne Solana. Avalanche, je pense qu'ils sont en train de s'inscrire un petit peu comme une L2 parce ils sont effectivement Ethereum compatibles. Ils ont des bons projets sur le gaming qui sont très Ouais. intéressants. Il y a C'est vrai. Shrapnel là qui est en train de se préparer. Maintenant, la bataille pour les jeux vidéo, je pense qu'elle va être très 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 difficile. Il y a beaucoup de projets qui se font. On va en parler Ouais. d'ailleurs dans un instant. Donc, je ne suis pas particulièrement optimiste à ce niveau-là pour eux. Et puis Cosmos, comme tu dis, je pense que c'est une vraie alternative parce qu'ils proposent quelque chose de vraiment différent avec leur système très modulaire comme ça. Je pense que c'est très intéressant et que ça se marie très bien avec Ethereum aussi. Et donc on est en train d'assister là un peu à la naissance d'une espèce de constellation de blockchain qui va donner, je pense, quelque chose d'extrêmement intéressant. Mm. Euh, donc on a parlé un petit peu rapidement des NFT. On a souvent rigolé ensemble sur les NFT parce que moi c'est quelque chose qui me paraît révolutionnaire et qui me paraît sous-estimé par les utilisateurs, par le marché. Toi, tu es un petit peu plus sceptique, mais ça t'a pas empêché en fait de partager avec tes lecteurs une idée qui est celle de Immutable X et de faire un carton absolu sur ce pari. Alors, je sais pas combien de pourcents t'en es maintenant, mais On en est tout pas cas, loin de 500. pas loin de 500% en quoi C'est bien. combien de mois? En 3 mois et demi? Non, 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 non. Oui, on est. Ouais, 6 mois 5-6 maximum. Je mois, sais. voilà. Ouais, Donc ouais. bravo pour ça. Euh, C'est bien, oui, c'est bien. Pourquoi tu as décidé de mettre ça dans tes pistes d'investissement avec Mhm. vu les discussions qu'on a eues? Moi, c'était un projet que je connaissais mal en plus, voire en fait pas du tout. Mhm. Et, comment tu l'as trouvé? Et qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, je m'intéressais aux couches 2, donc tout ce qui est développé pour faciliter les transactions sur Ethereum, donc ces technologies de couche 2. Puis je me suis dit, peut-être qu'il y a aussi un gros potentiel sur les couches 2 qui vont se spécialiser dans des cas d'application. Parce que si tout le monde essaye de faire la même chose, ça ne va pas aller. Donc, s'il y a des couches 2 qui vont se dire, ah, moi, je vais faire sur le marché des NFT pour le gaming, ce qui est le cas d'Immutable X, eh ben, c'est quelque chose de très intéressant. Et c'est le cas. Et puis, donc, du coup, j'avais regardé, j'ai aussi repéré DYDX qui fait des perpetuals. Donc, c'est des contrats dans la finance décentralisée perpétuels qu'on appelle donc un peu donc des contrats futurs finalement. Donc c'est aussi quelque chose de très très particulier, très centré sur une question particulière. Et je pense que là, voilà, je me suis dit dans ce secteur-là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant. Et voilà, c'est tout. C'est pas parce que je pense. Attends, comme moi, je suis très ouvert au NFT. C'est juste que j'étais extrêmement sceptique au moment où il y avait tout le monde qui met des centaines de milliers de dollars pour acheter un petit singe parce qu'on veut aller au concert avec Jay-Z et je ne sais pas qui. Ça, voilà. Ça, je me suis dit quand j'ai vu la folie que c'était en 2020, 2021 plutôt. Là, je me suis dit non, 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 non. Ça, j'ose pas acheter des trucs comme ça.
Puis surtout que on peut pas, comme c'est des NFT, il faut acheter à l'unité. On peut pas acheter des fractions comme de Bitcoin. On est obligé. Enfin, après, il y a eu des fractions de NFT, il y a des possibilités d'acheter des fractions de, de NFT. Mais au départ, voilà, si tu veux aller avoir ton NFT, bah, il fallait mettre les tickets sur la table. Ouais. Et non, c'était des paris qui me paraissaient bien trop osés. Ça a fait plaisir à beaucoup de gens. Je sais que ça a fait venir dans le secteur des cryptos des gens qui ne seraient jamais venus sinon. Ça a été très positif pour cela. Maintenant, je pense comme investissement, ouais, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc aujourd'hui, justement, tu vas peut-être être d'accord de nous partager la manière dont tu penses qu'il faut construire un portefeuille. Moi, ça m'intéresse de savoir comment un investisseur réfléchit au poids qu'il met sur chacune de ses convictions et comment il essaie de créer une stratégie qui est au final équilibrée parmi cette galaxie de L1, L2, Bitcoin, Ethereum. Est-ce que tu as une stratégie en tête que tu aimerais partager avec les gens qui nous regardent pour leur donner un petit peu ton point de vue sur la construction de portefeuille? Je pense que de toute manière, la création d'un portefeuille est quelque chose de très individuel et très personnel. Donc, ce sera beaucoup en fonction de votre investissement que vous allez mettre, pas au niveau monétaire, mais aussi au niveau de l'énergie et du temps. Parce que si on veut investir de manière plus forte sur un sujet, c'est mieux de le comprendre. Donc, moi, je passe pas mal de temps à expliquer à mes lecteurs justement pourquoi on investit. Donc, on fait une analyse fondamentale parce que c'est cela qui va faire que vous allez faire des choix plus ou moins risqués en fonction de votre soif de risque, etc. Mais je pense que de base, un bon conseil, c'est de pondérer ces investissements en fonction de la taille des projets. Donc, si vous mettez énormément d'argent sur un NFT, vous prenez beaucoup, beaucoup de risques, tandis que si vous mettez énormément d'argent sur Bitcoin, vous en prenez déjà moins. Parce qu'il a une preuve sur le temps, il a une preuve sur la durée, il y a un fondamental qui est différent. Donc voilà, je pense que ça, il faut bien le comprendre. Si vous allez dans le top 100 des crypto-monnaies, vous prenez moins de risques. Si vous allez dans le top 1000, si vous commencez à descendre dans les listes, parce qu'il y aura beaucoup, 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 beaucoup de projets qui vont mourir. Et ça, il faut qu'ils comprennent, parce que les quantités de crypto-monnaies, de projets qui sont soit des arnaques, soit des choses qui vont se faire rouler dessus par la concurrence, parce qu'il faut comprendre que c'est un domaine qui est un secteur qui est complètement, extrêmement compétitif. Hein. Il y a de la concurrence partout. C'est vraiment du capitalisme sauvage. Hein. Donc, si on lance un produit, il faut s'attendre à avoir beaucoup de gens qui vont essayer de l'imiter, de le copier. Il faut savoir se démarquer avec du marketing, avec d'autres choses. Et puis, le problème, c'est qu'effectivement, sur toute la quantité de crypto-monnaies qu'il y a beaucoup de dangers. Donc, il y a quand vous passez sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de publicités qui sont en fait des arnaques. Sur Twitter, maintenant, je trouve qu'il y en a partout, des soi-disant airdrop. Vous cliquez dessus, vous arrivez sur un site, ça connecte avec votre wallet, puis on vous propose de faire une transaction. Et puis on va dire que la transaction, c'est pour vous donner un airdrop, mais en fait, ça va siphonner tout votre portefeuille. Donc il faut bien lire les conditions de la transaction. Donc il faut faire attention. Et moi, mon conseil premier que j'ai donné à mes lecteurs, c'est s'il vous plaît, ne cliquez jamais sur ces pubs qu'il y a sur les réseaux sociaux, surtout par rapport au airdrop. J'ai l'impression qu'il y a une quantité de ces pubs et en fait, c'est des arnaques. Donc voilà, c'est un danger. Donc il faut rester, à mon avis, si on veut bien investir dans les crypto-monnaies, il faut rester assez conservateur. On va, Je reconnais moi, là ton caractère purement helvétique. ouais, c'est un peu. Non, je propose, moi, personnellement, sur les portefeuilles, je dis voilà, des grosses positions sur Bitcoin, Ethereum. Après, on descend dans les L1, les grosses blockchains d'infrastructure que sont justement Avalanche, Cosmos, Solana. On peut mettre des montants plus élevés. Puis après, on descend dans les applications. Et là, de nouveau, on a un niveau de risque qui monte plus haut. Puis là, on descend aussi sur l'exposition qu'on a. Maintenant, il y a une chose qui est pas mal quand on mise dans les crypto-monnaies, c'est comme ces fonds qui misent sur des petites entreprises qui ne sont pas encore en bourse, le venture capitalisme, on va mettre on va faire plein de petits investissements sur beaucoup de crypto-monnaies
des petits montants. Alors, ça peut être 100, 200, enfin, ça dépend de votre portefeuille. Puis, vous en mettez sur beaucoup, beaucoup de crypto-monnaies. Certaines vont peut-être tomber, mais celles qui vont vraiment éclater, comme c'est des petites capitalisations, des fois, il y a des moyens de faire des fois 20, fois 30, fois 40, même des fois 100, des fois, en plein bull run. Et puis, ça va vous compenser les pertes éventuelles sur les autres petits projets qui n'ont pas réussi. Et souvent, c'est très, très, très rentable, surtout sur les crypto-monnaies. Ça, c'est une méthode d'investir qui est bien. La méthode Business Angel, mais c'est vrai que celle-ci, elle est très très chronophage parce qu'en fait, il Oui. faut aller acheter chaque projet, souvent sur des blockchains différentes. Et ça recoupe ce que tu disais au début, c'est que tout dépend de votre profil. Si vous n'avez pas de temps, peut-être qu'il vaut mieux ouvrir un compte sur Swissborg, acheter du Bitcoin et de l'Ethereum et basta, quoi. C'est vraiment comme ça, je pense qu'il faut réfléchir. Tes conseils me paraissent très avisés. Euh, Si on est en bull run aujourd'hui et que on va casser les all-time high dans les 3 à 6 mois et qu'on va se prendre une accélération en mode 2020-2021 avec le marché entier, qu'est-ce que tu regardes comme actif aujourd'hui pour en profiter le mieux possible? Bon, j'ai dit un peu, moi, alors j'ai parlé des couches 2. Je pense que c'est une bonne chose sur lesquelles investir parce que je pense que c'est la tendance du moment et c'est celle qui, à mon avis, va beaucoup exploser. Donc il y a beaucoup de projets, hein, il faut aussi faire le tri. Il y en a encore certaines qui vont arriver. Hein. Zcasing n'est pas encore lancé. Starknet, ils vont faire le airdrop dans quelques semaines. Donc il y a encore beaucoup de projets qui vont être lancés. Il y aura beaucoup de concurrence. Il ne faut pas rester à long terme, à mon avis, sur cette tendance, mais en bull run, ça va être, à mon avis, intéressant. Il y a aussi le Deep Pine ou d'épine, je ne sais pas comment on dit, mais c'est l'infrastructure décentralisée. Donc, on parle de Wi-Fi, on parle de partage de données, enfin, tous ces serveurs aussi qu'on veut décentraliser. Là, il y a aussi une tendance qui commence à naître là-dessus. Il y a aussi bien sûr le gaming et puis à mon avis les NFT vont revenir aussi. Donc ça c'est des secteurs qui je pense sont intéressants. Puis la DeFi, donc la finance décentralisée de base, je pense que aussi elle va être intéressante, mais elle va être peut-être moins haussière qu'elle l'était au dernier bull run parce que c'était vraiment la tendance de l'époque, enfin on va dire de l'époque. Mais ouais, je pense les couches 2 c'est bien. Et puis le T-Pine et puis j'oublie encore une troisième tendance. Ah, j'ai perdu mes mots. Enfin, j'ai Est-ce que tu perdu vas nous mes parler de réflexions. Enfin, il l'intelligence faut regarder, artificielle? c'est ça qui est intéressant. Voilà, bien sûr, voilà, ça c'est la tendance, voilà, c'est le troisième. Bien sûr, bah, c'est la technologie du moment. À mon avis, il y aura beaucoup d'arnaques aussi, hein, il faut s'y attendre parce que l'IA, personne ne sait comment ça fonctionne. Donc, il y aura des crypto-monnaies qui seront lancées, qui feront un peu de marketing pour attirer le chaland, alors qu'en fait, peut-être derrière, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Mais oui, il y a des projets sérieux sur l'IA qui ont été lancés l'année passée, cette année. À mon avis, il y en a encore d'autres qui vont arriver. C'est aussi la tendance à regarder. Et là je pense qu'en prenant des petits montants sur ce genre de projet, il y a moyen de faire des revenus, des rendements assez intéressants. Hmm. Si les gens veulent te suivre de plus près, recevoir tes conseils, regarder tes analyses, où est-ce qu'ils peuvent te trouver concrètement? Comment ils font pour retrouver Frédéric Duval et recevoir ses conseils? Alors, le plus simple, c'est que vous mettez votre email dans l'investisseur tech, qui est notre newsletter gratuite. Vous allez simplement taper investisseurtech.com et vous pouvez même mettre sur Google, vous trouverez, ce sera un des premiers sites. Et vous laissez votre adresse email. On a une newsletter gratuite où on donne des informations. Je ne suis pas le seul à écrire sur cette newsletter, mais vous allez voir passer mon billet soit le lundi, soit le mardi. Là, je fais un tour des informations du moment, toutes les nouveautés qu'il y a dans le secteur des crypto-monnaies. Et je fais aussi un peu de pub, bien sûr, à travers ce biais pour mes publications qui sont Blockchain Millionnaire et le Cypher Club. Voilà. Frédéric, merci beaucoup pour le temps consacré. C'était un vrai plaisir et extrêmement intéressant de discuter avec toi. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire ça prochainement et je te dis à bientôt. Merci. À tout bientôt, Lucas.